Malgré un océan de sang versé dans la série, la fin est très heureuse et optimiste. Comment expliquer ce paradoxe? Est-ce que cette saison 4 de Castlevania sur Netflix répond à toutes ces promesses? Je reviens sur la saison 4 finale de la série Événement dans une vidéo d'analyse 100% divulgachi. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma mais aussi de séries. Et là dans cette vidéo je reviens donc sur la saison 4 finale de Castlevania. Il était temps de faire un petit bilan sur cette série et je vais revenir également sur la fin de la série puisque c'est une fin un petit peu étonnante et qui correspond pas tout à fait à ce qu'on pouvait attendre par rapport à la série parce que c'est une série quand même très violente et on a une fin plutôt optimiste. Alors on va revenir là-dessus dans quelques instants. On avait quitté nos héros amoureux et en train de vivre la vie de Sypha. Et là, hop, on retrouve nos héros en train de vivre la vie de Belmont. Le début de la saison se base sur les conséquences de la disparition de Dracula. On était en droit de s'attendre à ce que le monde connaisse un âge de paix. Mais non, c'est tout l'inverse qui se produit. Et toutes les pires crapules, les opportunistes de tous bords, et les pires monstres se sont passés le mot pour tenter soit de ressusciter le vampire mythique, soit de se mettre à son service une fois qu'il sera revenu. En parallèle, on revient sur la vie solitaire d'Alucard, après la mort des traîtres Sumi et Taka par le fils de Dracula. Peu de temps après, il reçoit une requête et décide d'aller aider des villageois désespérés assaillis par des démons. Ces aventures lui permettent de reprendre confiance en l'humanité, de s'ouvrir au monde et de tenter d'apporter sa pierre à l'édifice d'une humanité meilleure et plus conforme à ses attentes. Le personnage semble être arrivé au bout de son cycle, dans la mesure où il accepte sa part d'humanité, et ne semble plus avoir de ressentiment vis-à-vis de son père, ou de sa nature de vampire en général. Enfin, le fait de sceller son amitié sincère et durable avec ses amis Sypha et Belmont achève de rendre ce personnage si torturé, à la fois sympathique, attachant et finalement assez simple. D'autant que tisser un début de romance avec la chef du village de Dynasty complète ce tableau d'un homme simple et qui semble avoir évolué vers la paix intérieure et extérieure. Dans cette saison 4 de Castlevania, l'hémoglobine coule à flot comme d'habitude, dans un monde où, pour le dire un petit peu trivialement, on se fait toujours bolosser pour rien. Ainsi, les morts violentes et la justice expéditive sont monnaie courante, comme dans l'épisode 1 avec l'exemple des enfants qui allaient être sacrifiés et que Belmont et Sypha sauvent au bout d'un effort exténuant. Bon, en vrai, et un peu sur le mode des jeux vidéo, les personnages gagnent des XP à fond et affrontent plein d'adversaires qu'ils galèrent vraiment à défaire, allant des sous-fifres de base aux boss de fin de niveau super puissants et au design toujours plus travaillé. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Ça nous donne droit à des combats ultra dynamiques, très rythmés avec de nombreux effets stroboscopiques du plus bel effet. Les gerbes de sang et les morts extrêmement gore sont très nombreuses, à tel point que c'en est parfois presque comique, tellement il y en a. Mais on sent un réel saut qualitatif par rapport aux premières saisons en termes de qualité moyenne de combat. A noter que parfois, l'animation reste perfectible, comme dans les saisons précédentes, mais ça n'empêche pas du tout d'être bien en immersion dans les scènes d'action, et de carrément prendre son pied devant certains effets visuels et chorégraphies de combat. Allez, juste pour le petit plaisir, j'enchaîne tout de suite un petit top 3 de mes combats préférés dans cette saison, et j'entends que je perds ma voix. Why the fuck would anyone do that? Would you do that? Le combat de l'énorme Morana, un petit peu en mode berserker, contre une armée de fermiers qui étaient venus pour en découdre et qui malheureusement vont bien le regretter. Le combat que je mettrai en deuxième position, il s'agit de celui de Isaac contre Carmilla, la chef des sœurs vampires. Pour moi, en réalité, c'est le plus beau combat, mais celui que j'ai placé en première position bénéficie d'une sorte de charge émotionnelle plus intense à mes yeux. Mais franchement, ce combat était vraiment très rythmé, dynamique, super violent, et avec des rebondissements, et c'était vraiment passionnant à suivre. Enfin, en numéro 1 des combats que j'ai préférés dans cette saison, il s'agit du combat du trio d'amis, Belmont, Sypha et Alucard, contre un groupe complet de monstres juste avant d'affronter la mort. Et ici, il y a effectivement une charge émotionnelle qui est intense, le combat est haletant et très violent, et ça fait vraiment plaisir de revoir le trio combattre ensemble, côte à côte, et de se compléter à merveille, parce qu'effectivement, ils se connaissent sur le bout des doigts, et on le voit dans leurs compétences et dans leurs qualités, et dans la façon dont ils arrivent à défaire les ennemis, c'est du grand art.
Avant de revenir sur la fin de série, il faut que je vous parle de tout ce qui se passe avec les sœurs du royaume de Styrie. J'ai adoré le parcours de toutes les sœurs. Leur évolution est cohérente et bien faite. Que ce soit Morana et Striga, qui remettent en cause le grand projet grandiloquent de leur sœur Carmilla, à savoir la création d'un grand empire avec la destruction et l'élimination de tous les humains présents sur leur passage, et qui décident de s'enfuir ensemble, enfin libérés de leur lien de sororité, à la recherche de leur bonheur personnel. Quant à Lénore, elle refuse de vivre une vie dénuée de sens et choisit de mettre fin à ses jours. Et Carmilla reste fidèle à ses principes jusqu'au bout et demeure inflexible face à Isaac et la mort implacable qui s'abat sur elle. Bref, une grande réussite également dans la dépeinte et l'évolution de ses personnages. Hector, you are a silly man. L'évolution de Isaac est également remarquable. Il choisit non plus de suivre la voie de la vengeance, du ressentiment et de la destruction, mais plutôt la voie du pardon, de la construction et de l'unité. Il devient un bâtisseur et prend conscience du fait qu'il peut choisir son destin en ne restant plus esclave des fonctions qui lui ont été assignées. Sa conversation avec son bras droit est symptomatique de toute cette évolution, puisqu'il tente de faire reconnaître à sa façon à la créature démoniaque qu'elle n'est pas non plus condamnée à reproduire sans cesse ce que sa nature lui ordonne, et que c'est à elle de choisir son destin, et ce qu'elle souhaite faire de sa propre vie. Ils ne sont donc pas que des outils, mais ils peuvent aussi être la main qui porte ces outils. Et le fait qu'ils pardonnent la trahison de Hector, et qu'ils ne souhaitent plus ressusciter leur maître Dracula, participe à l'avènement d'un nouvel Isaac. Un homme en paix avec lui-même, pressé d'accomplir un destin personnel et utile, capable de forger une destinée incroyable, et pourquoi pas de laisser son nom dans l'histoire. Revenons à présent rapidement sur le personnage de Saint-Germain. Ses mensonges et ses manipulations servent à ramener Dracula et sa compagne Lisa Tepes, et à les fondre dans une sorte de poupée hermaphrodite, permettant ensuite de prendre le contrôle du couloir de l'infini. Il pense manipuler tout le monde, mais se fait en réalité manipuler par la mort elle-même, déguisé en vampire peu avenant et bourru du nom de Varney. Je reviens d'ailleurs sur son cas juste après. Saint-Germain fait tout ce qu'il fait de malfaisant uniquement par amour. Sa déchéance et son évolution sombre inscrivent ce personnage dans la plus pure tradition des personnages tragiques, du théâtre grec antique ou plus récent. Il n'est pas foncièrement mauvais, mais commet des actes mauvais parce que son amour, et surtout l'espoir de retrouver un jour son amour perdu, révèle probablement ce qu'il y a de pire en lui. On sent que le personnage est rongé par la culpabilité. C'est d'ailleurs ce qui l'amène à ouvrir le couloir de l'infini, au moment où Belmont affronte la mort, et assène le coup de grâce à son adversaire au prix d'un sacrifice certain. C'est donc lui qui sauve Belmont in extremis, en l'envoyant dans une destination aléatoire. Et si la mort d'un homme peut se résumer à sa dernière action, la dernière de Saint-Germain est absolument vertueuse et désintéressée. Ce qui peut, en fin de compte, rendre la balance de ses actions positive. À présent, je reviens rapidement sur le cas de la mort. D'abord incarnée par Varney, on se rend compte que la faucheuse est multifacette et capable de se matérialiser sous de multiples formes. D'abord sous la forme d'une sorcière érudite dans le couloir de l'infini, puis sous les traits de Varney, ou encore sous une forme classique de faucheuse, pour finir sous l'aspect d'un être absolument gigantesque et monstrueux. Il est capable de tout et manipule tous ceux lui permettant d'arriver à ses fins. Ici, ressusciter un Dracula incontrôlable, au potentiel destructeur incommensurable. Il se nourrit de la mort, et donc cherche à décupler les possibilités d'augmenter les morts violentes. Son but était simple, les moyens d'y parvenir, très complexes. Le fait qu'il change autant d'apparence fait largement penser à ce qu'on a déjà pu voir ou lire dans l'Iliade, ou bien dans la mythologie gréco-latine en général, avec les dieux menteurs et capables de transformer leur apparence pour mieux duper les humains crédules. Allez, il est temps de revenir sur la fin de la série à proprement parler. Mais juste avant, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager si cette vidéo vous plaît, que ce soit autour de vous, avec vos amis, votre famille, etc. Les gens que vous appréciez ou que vous détestez, si vous voulez leur faire découvrir ce contenu que vous n'aimez pas, par exemple. Là, ça marche aussi. Je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Je publie des critiques écrites régulièrement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre nous, je vous invite également à me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra d'avoir les fonds nécessaires pour effectuer des recherches dans notre réalité au sujet du couloir de l'infini, parce que ça m'intéresse quand même, et si jamais ça pouvait exister, ça pourrait être plutôt pas mal. Je vous remercie d'avance, et on termine tout de suite cette vidéo. Alors que la saison 4 est remplie de combats violents qui poussent Belmont et Sypha dans leur dernier retranchement, les rendant absolument usés par l'âpreté des batailles.
La conclusion de la série permet de stabiliser le couple qui se retrouve après que Sypha et les spectateurs ont pu croire à la mort de Belmont lors de son affrontement avec la mort. Le héros avait donc été juste sauvé par Saint-Germain, qu'il avait téléporté dans un autre pays pour l'empêcher de succomber à la dernière attaque qu'il perpétrait à l'encontre de la mort, lors de l'utilisation d'une arme légendaire et mortelle qu'il avait trouvée précédemment. L'évolution du couple est plus que satisfaisante. Trevor Belmont est passé d'un ivrogne solitaire, déçu par le monde et blasé, à un héros capable de se sacrifier pour le bien-être collectif et général, tandis que sa compagne est devenue une véritable meneuse, capable de s'occuper d'une cité, en plus d'être une future mère et une combattante et magicienne accomplie. Ils vont se poser et s'installer, et plutôt que de vivre la vie de l'un puis la vie de l'autre, comme ils l'ont fait lors de la saison 3 et lors de toute cette saison 4, ils vont enfin vivre leur vie, une vie commune dans la nouvelle ville fondée par leur ami Alucard, et qui portera sans doute un nom lié à la famille Belmont. Et pour finir cette vidéo, revenons rapidement sur le retour en fin de saison, et en fin de série du coup, de Dracula et de sa compagne Lisa Tepes. Ils ont recouvré un corps physique et leur esprit. Sans doute qu'après la mort de la mort et de Saint-Germain, l'espèce de poupée appelée Ruby, dans lequel étaient enfermées leurs âmes, a dû les libérer. En tout cas, les protagonistes ne savent pas comment ils en sont arrivés là, et nous non plus. Leur retour donne une seconde chance à l'histoire d'amour originelle de la série, et sonne comme une forme de réinitialisation de l'intrigue, tout en laissant une fin ouverte pour la suite. Pour le moment, Dracula et sa femme vont cacher leur retour et leur identité, que ce soit à leurs proches comme Alucard, ou même au monde en général. Mais si un jour leur identité en venait à être dévoilée, comment cela pourrait-il bien finir? Tout est possible, et une saison 5 n'est pour le moment pas prévue, mais Netflix ne serait apparemment pas contre l'éventualité de réfléchir à une façon d'étendre l'univers de Castlevania. Donc Belmont et tous ses amis n'ont peut-être pas encore fini de venir hanter les châteaux et nos télés. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez poursuivre un petit peu sur la chaîne, il y a 2 vidéos qui doivent apparaître en ce moment sur votre écran. Je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.